Dans un monde où tout le monde peut monter et apprivoiser des dragons, Ash Blake se distingue comme le seul à ne pas pouvoir le faire, malgré sa marque de dragon. Détesté et ridiculisé par tout le monde, sa vie change lorsqu'il réveille accidentellement une fille dragon à la place, la plus forte jamais vue. Un dragon sacré regarde le corps d'un garçon mutilé qui met sa vie en danger pour réaliser le souhait d'une fille. Le dragon prend sa forme humaine et s'approche du garçon qu'elle appelle Ash Blake et le ranime. Plus tard, sous la lune rouge, le garçon reprend connaissance avec son bras maintenant tatoué à côté d'une femme qui se fait appeler Navi. Elle commence à embrasser son corps, disant que c'est un rituel pour que quelqu'un naisse et qu'elle puisse lui faire confiance. Lui, Ash, se réveille en sursaut le lendemain matin, confus par son rêve. À l'académie d'Unsullivan, les étudiants sont enthousiastes à propos du festival Dragonard d'Arès. Ash entre dans le couloir et les élèves commencent à parler de lui, le qualifiant d'enfant le plus problématique de l'école, car son dragon n'est pas encore né. Un élève parie même que son dragon sera également problématique. Ce commentaire le fait craquer et il est sur le point de confronter le gars quand son ami, Raymond, l'arrête. Un autre élève, Max, rappelle à son ami qu'ils sont maintenant en terminale, donc ils devraient se comporter. Dans la salle de classe, le professeur dit à ses élèves que leur vie de terminale a officiellement commencé. Elle leur rappelle que les dragons sont des entités extrêmement spéciales et que leurs marques en tant qu'éleveurs sont des portails vers le flux astral, les liant à leur part, où le dragon partenaire naît en eux. Avec ceci, personne à part le maître avec qui il partage la force vitale ne peut monter un par. Après la classe, Raymond s'approche d'Ash et l'interroge sur sa capacité à monter les parts des autres. Cependant, Ash lui dit qu'il demande à la mauvaise personne. Juste, ensuite, une étudiante, Sylvia, entre dans la salle de classe et reçoit des regards méfiants de la part de ses camarades à cause de sa personnalité et de son rang noble en tant que 4e princesse. En passant devant le panneau d'annonce, Raymond demande à Ash s'il participe à la course de dragons. Les étudiants commencent à se rassembler autour de la présidente des étudiants, Rebecca, qui est la plus forte cavalière de dragons de l'académie. Plus tard, sur les terrains de l'école, commence l'entraînement au combat de Dragonard. Ash remercie Raymond de lui avoir prêté son dragon, Bridget. Les étudiants montent sur leur dragon et la princesse montre immédiatement ses compétences. Ash apprécie son combat et se débrouille bien quand il heurte accidentellement le dragon de la princesse. Cependant, l'incident met la princesse en colère qui gifle Ash au visage. Elle le traite d'imprudent car il ne monte pas son propre dragon, se moquant de lui pour ne pas encore avoir été honoré d'un par, et commente que son dragon doit déjà être mort. Cela met le garçon sur les nerfs, disant qu'il ne tolérera pas un tel commentaire. Sylvia le défie alors pour le prochain festival du Dragon d'Arès, et déclare que s'il la bat debout, elle retirera ses paroles et s'excusera. Avec confiance, Ash accepte son défi. Le festival du Dragon d'Arès arrive enfin. Tandis que Rebecca prononce un discours d'ouverture, Ash remercie Bridget d'être à nouveau sa partenaire. La présidente du conseil des élèves continue de motiver les élèves, déclarant qu'elle aura un rendez-vous avec le cavalier de dragon victorieux, ce qui provoque une éruption de cris parmi les élèves. Sylvia monte sur la scène pour prononcer un court discours en tant que représentante des concurrents. En sortant, les étudiants discutent de son frère Julius, qui est emprisonné pour avoir tué son dragon. Ash observe la princesse traverser la foule en train de parler, pensant qu'elle souffre plus qu'elle ne le laisse paraître. La course commence officiellement et les étudiantes bloquent immédiatement le chemin de la princesse. En voyant cela, Ash aide la princesse et distrait les étudiantes pour que Sylvia puisse les attaquer par surprise, les laissant derrière. Les étudiants courent à travers différents terrains, ce qui met leur détermination à gagner à l'épreuve. Pendant ce temps, Ash fait une pause dans une forêt, s'excusant auprès de Bridget pour la course épuisante. Il envisage d'abandonner la course, mais il ne se sent pas mal de perdre contre la princesse, car il s'est amusé à courir avec elle. Puis, il entend un bruit étrange venant de la forêt et va vérifier. Il voit un vaisseau spatial détruit et un homme masqué debout dessus qui lui dit que c'est un aéronef Zephyros utilisé pendant la dernière guerre. Ash remarque que l'homme tient une arme de l'Empire et lui demande s'il est un soldat impérial. L'homme ne répond pas et lui dit qu'il a un dragon immature en lui, révélant sa capacité à voir les dragons à cause de la malédiction qu'il porte. Ensuite, une fille l'attaque, le prévenant de rester loin de son maître, qu'elle appelle Milgos. Le garçon s'échappe de la fille qui le poursuit à travers la forêt. Finalement, elle l'attrape, mais hésite à le terminer, comme si elle avait vu quelque chose de choquant. Alors qu'elle s'éloigne, la falaise cède, la faisant tomber. Cependant, Ash vient à son secours et tombe à sa place. Milgos appelle la fille, Anya, et lui dit qu'il devrait en partir. Pendant ce temps, alors qu'Ash continue de tomber vers sa mort,
Ces marques de dragon émettent soudainement une lumière vive et donnent naissance à son dragon sous la forme humaine d'une belle fille. Choqué, il se souvient soudain de son rêve d'une femme lui disant qu'elle renaîtra. Ash regarde attentivement la fille dormant dans ses bras, se demandant si elle est sa part. La fille se réveille lentement et est choquée de le voir pendant son sommeil, l'envoyant voler dans le lac. Elle lui rappelle de ne pas fixer le visage d'une dame pendant qu'elle dort. Le garçon demande si elle est sa part, ce qu'elle confirme. En entendant, dans cette situation, Ash se présente officiellement comme son maître. Mais la fille rejette l'idée, disant qu'elle est la maîtresse dans leur arrangement, ce qui confond le garçon. Ce soir-là, dans la chambre d'Ash, la fille dragon occupe fièrement le lit d'Ash pour dormir, disant au jeune garçon de dormir par terre à la place. Le lendemain, le président du conseil étudiant, accompagné de Max, lui rend visite pour vérifier son part nouvellement éveillé. Cependant, cela cause des malentendus car la fille est déshabillée et il y a des marques d'amour sur tout le corps d'Ash. Le garçon précise que ce sont les marques de jeu du bébé dragon et qu'ils n'ont pas dormi dans le même lit. Le dragon souligne qu'elle n'a pas besoin de vêtements car elle est un puissant dragon. Embarrassé, il couvre son corps exposé avec une couverture. Rebecca lui donne ensuite des vêtements pour le dragon et l'informe que le docteur Cornwell est en train de déterminer la bonne manière de s'occuper de son dragon. En attendant, elle va rester dans son dortoir. Alors qu'ils se promènent en ville, les gens regardent la fille qui porte maintenant l'uniforme de l'académie. Soudain, son estomac gronde, incitant le garçon à lui acheter un repas. Après avoir été revitalisée par le bonbon qu'elle mange, la dragonne se sent soudainement chaude et commence à lécher le garçon, ce qui choque tout le monde. Ensuite, la princesse arrive et voit l'agitation, accusant le garçon de faire une activité illicite en plein jour. Le dragon éternue et cela provoque un souffle de vent exposant le sous-vêtement de la princesse. Confus, le garçon est pris au dépourvu et reçoit une raclée de la part de la princesse. Plus tard, la servante de Sylvia, Cosette, fait boire au dragon un médicament pour contrer l'effet alcoolique de l'antare qu'il a consommé dans la crêpe. Le maître la remercie, ignorant qu'un certain aliment peut enivrer un dragon. La princesse se moque de lui pour ne pas avoir remarqué, mais s'excuse pour ses paroles dures précédentes concernant son dragon et part. Le duo se promène ensuite dans la ville, achetant des nécessités pour le dragon. Pendant la pause, Ash réalise que le dragon n'a pas encore de nom et la nomme Echo, d'après le perroquet du premier éleveur. Après que le dragon ait reconnu son nom, la marque d'étoile sur les bras d'Ash s'active, signalant que leur lien est complet et que leurs énergies astrales sont désormais connectées. Echo va dans la salle de bain, ignorant que quelqu'un l'observe dans l'obscurité avec de mauvaises intentions. Pendant ce temps, Sylvia et Cosette voient Ash jeter un coup d'œil dans les toilettes des femmes. Ne comprenant pas ses intentions, Sylvia le gronde pour son comportement étrange. Cependant, il explique qu'Echo est entrée et n'est jamais ressortie. Les deux filles entrent et découvrent de la poussière de Fafnirite, ce qui suggère que son dragon pourrait avoir été enlevé. Anxieux, le garçon tente de courir après les ravisseurs, mais la princesse l'arrête, disant qu'il doit utiliser le flux astral en lui. Il libère sa marque d'étoile et se concentre sur sa connexion avec Echo pour la localiser. Alors qu'il se remémore des images d'elle, un flux astral sous forme de papillon se manifeste, le conduisant à Echo. Pendant ce temps, dans une chambre, Echo est attaché à un lit et est expérimenté par une femme intéressée par un dragon né ressemblant à un humain. En outre, la femme trouve étrange qu'Echo n'ait aucun souvenir de ses souvenirs de dragon et qu'elle ait été refusée par le Dragwarth. Puisqu'elle n'a aucun souvenir, la femme prévoit de faire en sorte que son corps se souvienne en la disséquant. Les cris d'Echo peuvent être entendus depuis l'endroit où se trouvent Ash et les autres. Il essaie d'ouvrir une porte, mais en vain, ce qui pousse la princesse à utiliser son pouvoir pour forcer l'entrée. En entrant dans la pièce, Ash exige que la femme lâche son dragon. Cependant, la femme refuse, affirmant qu'elle ne fait que suivre la demande de l'académie. En entendant cela, Sylvia réalise que la femme est le docteur, Angela Cornwell, la chercheuse sur les dragons. Refusant d'abandonner son échantillon intéressant, elle active le champ oracle, leur interdisant d'invoquer leur dragon et de s'échapper de l'installation. Elle leur ordonne de regarder tranquillement pendant qu'elle dissèque Echo et jette un sort pour les endormir. Affecté par la magie, le garçon lutte pour rester éveillé, ce qui rend Echo frustré. Elle lui ordonne de la sauver, ce qui fait que sa magie se déverse en lui à travers le flux astral. Le garçon brise facilement le cercle magique, exigeant qu'Angela lui rende son dragon. Echo est libérée et étreint le garçon pour se réconforter, mais le frappe lorsqu'elle sent sa main sur elle. Pendant ce temps, Cosette, qui semble être réveillée tout ce temps, sourit en les voyant. Plus tard, dans la chambre de Ash, il regarde son dragon dormir paisiblement et touche ses cheveux avec tendresse. Le jour suivant, Ash et Sylvia sont choqués d'apprendre que leur nouvelle professeure principale n'est autre qu'Angela Cornwell elle-même.
Plus tard, Sylvia s'occupe des besoins de son dragon. Elle promet de réaliser sa promesse faite à un garçon de devenir une arche dragonard. Juste, puis entendant un vacarme, la princesse vient aider le chevalier à capturer un dragon indiscipliné. Pendant ce temps, au bureau du conseil étudiant, Rebecca continue de convaincre Ash de rejoindre le conseil et l'interroge sur le duo suspect qu'il a croisé dans les bois l'autre jour. Elle soupçonne qu'ils sont des espions impériaux que l'empire de Zephyros a envoyés pour les surveiller. Juste. Ensuite, ils entendent les sirènes hurler. En regardant par la fenêtre, ils voient la princesse lutter contre le dragon par rivalité avec Ash. Rebecca fait remarquer que Sylvia se sent menacée par sa capacité à monter les autres comme un pro, ce qui a conduit à son mouvement imprudent. Pour sauver la princesse, la présidente du conseil étudiant saute par la fenêtre, appelle son dragon Coup et se transforme en son mode arche. Plus tard, tandis qu'Echo dévore sa crêpe, Ash se remémore l'incident précédent qui heureusement s'est bien terminé. Distrait, Echo le gronde et lui demande à propos des touristes qui affluent pour voir la statue de Saint Durham. Le garçon explique que Durham l'Autremont est un paladin de première génération d'il y a 500 ans. Echo reconnaît l'armure de Durham comme une arche, ce qui fait commenter à Ash qu'il est excité d'être un arche-dragonard avec elle. Déconcerté, la fille lui dit qu'elle ne va pas le faire. Rebecca et Sylvia s'approchent d'Ash et Echo et les invitent à les rejoindre pour leur rendez-vous dans un restaurant. Ailleurs, Anya informe Milgos que la ville est paisible et a oublié la guerre. Le maître s'y attend, jurant de faire se rappeler au peuple et de libérer son épée de son fourreau et invoque un gigantesque monstre dragon. Paniqués, les gens courent immédiatement vers un endroit sûr alors que la bête sème le chaos. Les étudiants sont choqués de voir la chair putréfiée du monstre. Et Echo affronte courageusement le dragon mort-vivant qui l'a saisi avec ses tentacules. Les morts-vivants tentent d'engloutir la ville dans les flammes, mais Rebecca empêche cela en invoquant sa lance magique. Elle lance son arme sur le dragon, ce qui le décapite, mais à leur surprise, la bête repousse sa tête. En représailles, le dragon attaque Rebecca qui ordonne à Ash d'évacuer immédiatement la princesse. Le garçon se dépêche de la sauver. Sylvia, pour la ramener à la réalité, il s'excuse et lui donne une gifle. Quand elle se réveille de sa transe, il lui demande d'invoquer Lancelot et de le laisser monter son dragon pour sauver tout le monde. Sylvia invoque Lancelot et le prête à Ash. Pendant ce temps, la conscience d'Echo se promène dans l'atelier du dragon supérieur, où Navi lui donne des leçons de dragon qui peuvent sauver Ash, qui est actuellement en danger. Navi dit à Echo qu'Ash n'a aucune chance contre le Necromancia, qui est un dragon mort-vivant ressuscité par des moyens artificiels. La femme révèle que l'atelier a été construit par le maestro sacré comme un espace partagé pour des dragons artisans. Elle souligne que l'arc est une armure sur mesure qu'Echo doit assembler pour qu'elle convienne à Ash. Navi lui donne les mensurations du garçon qu'elle a obtenu avant la naissance d'Echo. Sachant qu'Ash est en danger, le dragon commence à fabriquer l'arc. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Ash s'accroche à peine en chevauchant Lancelot. Cependant, comme il est sûr que son dragon est toujours vivant, il jure de ne jamais abandonner. Voyant sa détermination, Echo crée l'arche pour son maître. Alors qu'Ash est sur le point d'être tué, l'arche s'active, donnant au garçon une armure puissante. Essayant de cacher sa gêne, Echo refuse d'admettre qu'elle a créé l'armure juste pour le garçon, qui exprime sa gratitude envers elle. Il se tourne vers la princesse et lui dit de ne pas essayer de monter d'autres dragons car elle a le meilleur partenaire et il la remercie de lui avoir prêté Lancelot. En le voyant monter Necromancia, Milgos dit à Anya de battre en retraite. Pendant ce temps, Ash voit les souvenirs du dragon mort-vivant et découvre qu'il avait autrefois un maître. Entendant le souhait de la nécromancie, Ash appelle sa lame divine et tranche le dragon, le mettant au repos. À cause de ici, Echo est libéré et tombe en chute libre en tenant la main d'Ash. Plus tard, le groupe d'amis célèbre les débuts d'Ash en tant que dragonard. Impressionnés par leur potentiel, Rebecca incite à nouveau Ash et Sylvia à rejoindre le conseil des élèves, ce qu'ils acceptent. Comme ils sont maintenant officiellement ses membres, elle embrasse les deux sur leurs joues et Echo bat Ash. Ils ont fini par célébrer leur victoire. Dans la forêt, la jeune Sylvia est blessée et veut voir la mère dragon. Elle est approchée par un jeune garçon qui l'exhorte à abandonner à cause de son état. Cependant, elle refuse. Comme elle a désespérément besoin d'un petit ami. Comprenant sa frustration, il propose de l'apporter pour qu'ils puissent voir la mère dragon ensemble. Dans sa chambre, la princesse se souvenait de ses souvenirs d'enfance et se demandait ce qu'était devenu le jeune garçon qu'elle avait rencontré il y a des années. Pendant ce temps, Ash prend un jouet en forme de dragon dans sa chambre sans se rappeler où il l'a obtenu. À l'académie, Rebecca présente officiellement aux étudiants les nouveaux membres du conseil des étudiants. Sylvia fait un court discours sur la responsabilité des mœurs publiques.
pendant qu'Ash prend la scène pour diriger les affaires générales. Il implore tout le monde de le supporter alors qu'il assume son nouveau rôle et à sa grande surprise, tout le monde l'encourage. Enfin, Rebecca présente Echo comme le nouveau membre du conseil. Vêtue de sa robe glamour, Echo pousse un rugissement voulant se donner un air cool, mais les élèves rient de son adorabilité à la place. Irritée, elle se plaint que les humains sont idiots. Essayant de lui remonter le moral, le garçon la convainc que les élèves veulent se lier d'amitié avec elle parce qu'elle est intéressante, améliorant ainsi son humeur. Pendant ce temps, le nouveau rôle d'Ash au sein du conseil inclut la suppression des affiches posées sans autorisation. À partir de là, Echo prend un dépliant qui cherche des membres pour le fan club du Chevalier d'Argent, qui est essentiellement le fan club d'Ash, après qu'il ait sauvé la ville de la Nécromancia. Un groupe de filles entre dans la classe d'Ash et se présente comme membre du fan club du Chevalier d'Argent. La présidente du club, Jessica, s'adresse à tout le monde, demandant si quelqu'un reconnaît le héros qui a vaincu la Nécromancia. Comme ils sont en plein milieu de la salle d'études, Sylvia leur demande de partir. Cependant, Jessica refuse de partir car elle a l'intention d'avoir les enfants du Chevalier d'Argent, ce qui choque les amis. Elle retire la déclaration après que la vice-présidente, Lynette, souligne que c'est une violation de leur code. Elle rapporte ensuite que la princesse était présente au moment de l'incident de la nécromancie, ce qui signifie qu'elle connaît l'identité du Chevalier d'Argent. Alors que Sylvia nie cela, Rebecca arrive en disant qu'elle doit rencontrer les membres du conseil étudiant. Voyant cela, Jessica exige de recevoir des informations sur le Chevalier d'Argent de la part du conseil, mais le président lui chuchote quelque chose à l'oreille, ce qui la rend confuse et la fait partir. Plus tard, Ash découvre que Jessica n'est pas de la noblesse et vient d'une lignée qui sert la famille de Rebecca. Chaque fois que la fille commence à avoir des ennuis, Rebecca menace de la dénoncer pour la faire reculer. Cependant, elle souligne qu'une fois que Jessica trouve le Chevalier d'Argent, elle aura une chance de devenir noblesse. Dans leur pays, qui valorise les dragons, si elle épouse le Chevalier d'Argent portant un arc, son avenir sera assuré. Donc, si elle découvre la véritable identité d'Ash, il n'y a aucun doute que la fille sera déterminée à le poursuivre. Pour revenir au sujet principal, elle informe tout le monde que la première princesse, Veronica, visitera l'académie après l'attaque. Mais cela semble terrifier Sylvia. De retour à Sylvanus, la Vierge de Fer, qui s'avère être Veronica, ordonne à ses serviteurs de se rendre à l'académie. En attendant, Anya se déguise en fleuriste pour recueillir des informations sur Ash, et voit des filles de son âge qui s'habillent toutes bien. De retour à la école, Ash s'inquiète pour Sylvia qui est encore déprimée à propos de la visite imminente de sa sœur. Cosette révèle que Veronica n'a pas été choisie comme éleveuse et s'est rebellée en devenant forte et en obtenant le titre de Valkyrie de Fer. Elle entraînait la jeune princesse à qui elle soumettait des exercices stricts et elle est donc devenue un symbole de terreur pour Sylvia. Le prochain jour, Sylvia se prépare à l'arrivée de sa sœur, se souvenant de la promesse qu'elle a faite au garçon d'être un chevalier honorable. Elle rejoint tout le monde à l'académie, rassurant Ash qu'elle va bien. Le dirigeable de Veronica approche, fascinant tout le monde par sa majesté. Puis, la première princesse descend Sylvanus, honorant tout le monde de sa présence. Veronica appelle sa sœur Sylvia, qui montre immédiatement son respect. Cependant, la première princesse l'attaque, révélant que la fille est en fait Cosette. Insultée, la princesse exige de savoir où est sa sœur. Comme par hasard, Sylvia arrive en courant, en retard, et tremble immédiatement de peur en rencontrant sa sœur aînée. Veronica savoure sa peur, déclarant qu'elle sera punie pour l'avoir déçue. Elle lève son épée énorme et la dirige vers Sylvia, déchirant les vêtements de la jeune princesse et la humiliant devant tout le monde. Ne pouvant plus le supporter, Ash intervient, réprimandant la princesse pour avoir humilié sa propre sœur. Vérifiant son identité, Veronica ordonne à son serviteur Glenn d'arrêter Ash et il quitte l'académie. À l'intérieur du Sylvanus, une servante nommée Prime complimente Ash sur son apparence élégante dans un costume. Bien qu'elle exécute ses tâches avec enthousiasme, elle le fait souvent de manière maladroite, ce qui finit par fatiguer le garçon. Il trouve alors un livre sur le légendaire Chevalier d'Argent qui attire son attention et le lit. Alors qu'il s'immerge dans le livre, Prime l'informe que Veronica est arrivée et la cherche. Pour lui, le serviteur l'emmène ensuite dans la salle de déshabillage où il doit se dévêtir avant de rejoindre la princesse. Pour donner l'exemple, Prime se dénude la première et les serviteurs procèdent de même avec Ash. Pendant ce temps, dans l'autre salle de déshabillage, Angela et Rebecca se dénudent, prêts à rejoindre la princesse dans son bain. Pendant le bain, la princesse interroge les deux sur l'attaque récente. Le président du conseil des étudiants suggère que l'auteur a des liens impériaux, tandis que le professeur révèle que Necromancia est un produit d'ingénierie
qui est un fort de l'Empire Zephyros. Ash les rejoint avec hésitation, demandant pourquoi il doit se baigner avec eux, et est surpris de voir Echo également. Cependant, Prim leur montre les sels de bain parfumés à l'antar qu'elle a incorporés dans le bain, rendant Echo ivre. En les regardant, Veronica est assez déçue qu'ils soient les héros qui ont vaincu la Necromancia. Enveloppée dans une serviette, Sylvia arrive et est choquée de voir Ash avec sa sœur. Alors qu'elles se baignent ensemble, Veronica informe Sylvia d'une possible demande en mariage, exprimant son propre désintérêt pour continuer la lignée royale, et sa préférence pour les affaires militaires. Elle suggère à Sylvia d'épouser l'un de ses chevaliers, Glenn, pour porter un enfant royal, mais Sylvia refuse, aspirant à devenir un arche-dragonard avec Lancelot. Pas impressionnée, Veronica se moque d'elle, soulignant qu'elle ne survivra pas sur le champ de bataille, à cause de sa faible détermination. Ash défend Sylvia, lui attribuant le mérite d'avoir vaincu la Necromancia. Il accuse alors la première princesse de sous-estimer le potentiel de sa sœur. Donnant une chance à sa petite sœur, Veronica dit à Sylvia de prouver son rêve lors d'un match. Le lendemain, Sylvia assiste au match. Cependant, elle est immédiatement battue par Rebecca. Plus tard, elle se réveille dans sa chambre et est surprise de voir Ash à côté d'elle. Réalisant qu'elle a échoué, elle se réprimande elle-même pour être une dragonnier faible. Juste. Puis Rebecca frappe à la porte, révélant Glenn qui est venu vérifier l'état de la princesse, et l'informant que Veronica lui interdit de l'accompagner lors de la visite de la ville. Sylvia interroge Glenn sur sa volonté d'accepter la proposition de mariage, et l'homme exprime son obéissance aux ordres de la première princesse. En partant, Ash critique l'homme pour ne pas avoir sa propre volonté. Cependant, Sylvia partage que Glenn n'a pas toujours été l'homme froid qu'il est maintenant. Cependant, après la mort de son meilleur ami, qui était le premier prince, il est devenu une personne différente. Pendant ce temps, Rebecca informe Ash que le conseil a une réunion demain au sujet de la tournée de la première princesse autour de la ville. Malheureusement, ils ne peuvent pas donner de tâches à Sylvia en raison de sa situation. Le lendemain matin, Echo saute sur Ash en état d'ébriété. Echo s'endort immédiatement, laissant le garçon stupéfait. Juste à ce moment-là, Rebecca apparaît, rendant le garçon encore plus confus. Elle rencontre ensuite ses membres, leur disant qu'ils doivent en faire attention à la sécurité de la princesse, car il y a une menace d'assassinat contre elle. Elle leur montre une photo d'une femme qui a autrefois tenté de blesser la princesse et leur dit de se méfier d'elle. Alors que la ville est occupée à finaliser l'événement, Veronica se montre et vérifie l'avancée, ce qui fait penser à Ash qu'elle est imprudente quant à sa sécurité. Pendant ce temps, Sylvia est à l'église priant devant Sainte Valéria, se repentant de ses péchés quand Jessica arrive, implorant la déesse de la lier au chevalier d'argent, ce qui rend la princesse incrédule. Juste à ce moment-là, une fille chevauchant un dragon, qui se présente comme Avdocha, s'écrase dans la cathédrale, déclarant la mort à tous les pécheurs. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'église, Sylvia regarde Jessica qui s'est sacrifiée en se déguisant en plus jeune princesse. Même lorsqu'ils lui ôtèrent des vêtements et la ligotèrent, la jeune fille ne versa pas une seule larme, faisant preuve de courage. Parmi les otages, Anya observe Avdocha, songeant à révéler qu'elle est aussi une Tantalos, mais décide finalement de ne pas le faire, craignant que cela ne complique les choses. De retour à Sylvanus, Rebecca élabore un plan pour envoyer Ash à l'église en tant que négociateur. Gagner du temps pour utiliser le passage souterrain et infiltrer la cathédrale. Ash entre avec succès dans la cathédrale, informant Avdocha qu'ils ont leurs armes pointées sur l'église et refusant de céder. N'ayant rien à perdre, elle avoue qu'elle a une sœur qu'elle a perdue il y a longtemps et son intention est d'infliger à Veronica la douleur de perdre ses propres frères et sœurs. Préoccupée par la princesse, Ash exhorte Echo à accélérer la création de l'arche, qui peut arrêter la bombe mécanique. Pendant ce temps, Anya fait accidentellement pleurer un bébé, attirant l'attention d'Avdocha, qui décide alors de sacrifier elle et le bébé pour agiter Veronica. Alors que les terroristes atteignent les otages, Sylvia intervient, révélant son identité en tant que 4e princesse du royaume. La reconnaissant comme la sœur de Veronica, Avdocha déchire immédiatement ses vêtements, la faisant crier de honte. Exposée, elle se souvient de tous ses échecs et de la façon dont sa sœur l'a considérée comme une faible. Malgré cela, elle ne cède pas à sa misère et se rappelle la promesse qu'elle a faite au garçon qui l'a sauvée. Déterminée à être une chevalière honorable, elle se libère de ses peurs et se déclare paladin. Juste à ce moment-là, les arches-dragonards apparaissent, attaquant les terroristes et sauvant les otages. S'échappant de ses ravisseurs, Ash confronte Avdocha, qui manque de le tailler en pièces avec sa lame. Alors que son dragon est sur le point de le dévorer, Echo produit le nouvel arc pour Ash, le protégeant du danger. Avdocha tente de s'échapper,
le menaçant avec une bombe mécanique. Cependant, le garçon active un sort de glace, gelant le dragon de la fille, le bombe et Avdocha aussi. En découvrant qu'il est le chevalier d'argent, Jessica se jette sur Ash, choquant le gars. Heureusement, Rebecca apparaît, l'aidant à s'échapper. Il trouve ensuite Sylvia, qu'il complimente pour avoir été incroyable pendant le combat plus tôt. Il lui offre ensuite de la porter dehors, lui apportant une vague de nostalgie. La suite, jour, Ash apprend avec surprise que Jessica rejoint le conseil des étudiants, ce qui la désespère. En arrivant dans la salle de conférence, il est choqué de voir Avdocha, révélant que la bataille était le plan de Veronica depuis le début. Avdocha admet qu'elle faisait partie du groupe rebelle il y a 5 ans, mais elle s'est depuis rendue à Veronica et a commencé à travailler comme son agent. En travaillant sous la royauté, elle vise à retrouver sa sœur, Shamara. Juste à ce moment, Veronica fait écouter l'enregistrement de la voix de Sylvia, jurant d'être paladine, taquiner sa sœur. Alors que les deux plaisantent, Cosette révèle que Sylvanus est nommé d'après Sylvia, prouvant que Veronica est en réalité attachée à sa plus jeune sœur. Plus tard, les étudiants regardent Sylvanus partir au coucher du soleil. Iko s'enfuit frénétiquement dans le noir, mais elle trébuche et tombe par terre. Plusieurs tentacules la soulèvent et encerne son corps. Elle appelle Ash, mais une voix lui dit qu'il est temps de mettre fin aux choses. La fillette se réveille dans le dortoir en sueur et à bout de souffle. Le matin arrive et le jeune garçon ouvre les yeux pour voir sa compagne regarder son matelas avec inquiétude. En l'entendant dire timidement quelque chose à propos de son lit, il pense immédiatement qu'elle a dû laisser échapper une décharge de dragon, une substance précieuse. Gênée, elle essaie de l'empêcher de s'approcher, mais il la rassure que tout va bien et qu'il l'accepte complètement. Il jette un œil avec sa permission et est choqué de découvrir qu'elle a mouillé le lit normalement. Sa réaction lui vaut un coup de poing au visage. À Hunt, dans un restaurant, une femme se plaint que plusieurs de leurs employés ont quitté lors de la haute saison, parce que, de ce fait, elle accepte immédiatement Anya, qui a postulé pour travailler dans la cuisine. Cependant, le responsable dit que ce serait un gâchis de la garder cachée et la transforme en jolie serveuse à la place. En allant à l'école, Ash partage qu'Iko a pris sa journée. Raymond parle du prochain camp d'entraînement où la plupart des personnalités importantes de l'école seront présentes. Les participants sont annoncés lors de l'assemblée et une forte réaction survient lorsque Luca, le secrétaire du conseil étudiant, est mentionné. Appelé, les autres se plaignent car la jeune fille choisie vient à peine en cours. C'est une prodige bien connue et la plus jeune personne à recevoir le titre de Dragonard. Avant de clore l'assemblée, Rebecca s'avance et dit qu'il y a un dernier étudiant qui assistera sur invitation spéciale. À la surprise générale, Ash est appelé. Alors qu'il se demande décision, le président explique plus tard qu'il est assez capable en racontant ses diverses réalisations récentes. Voulant développer son talent, elle a établi un tout nouveau ensemble de critères pour permettre lui à l'intérieur. Alors que Sylvia et Jessica écoutaient en cachette, Max a poussé la porte, rapportant urgemment qu'il y a un incendie dans l'un des bâtiments. Les 5 se précipitent sur le site et voient une fille ressemblant à un elfe dans un cercueil. Alors qu'ils se demandent si elle est morte, la fille se réveille en bâillant et ils réalisent que toute la fumée à l'extérieur provenait de son encens. Elle s'excuse timidement pour les ennuis qu'elle a causés et explique que la chose sur laquelle elle était allongée était un lit Ekbladian. Se sentant hostile, elle se cache derrière Rebecca, qui la présente comme Luca, la secrétaire du conseil et une fée de la forêt. Ces gens sont bien versés dans la médecine par les plantes et le combat avec de nombreux dragonniers parmi eux. Le président demande ensuite des nouvelles de son partenaire Gawain. La fille admet qu'il ne lui permet plus de le monter. Il se dirige vers le dragon et le président explique que le problème réside dans une interruption du flux astral qui les relie. Si cela continue, la force de vie du dragon sera en danger. Pendant ce temps, Iko saute sur son lit, ravie d'avoir remplacé les draps. Cependant, elle se souvient de son rêve et déchire la couverture. Ash revient au dortoir avec un sac de crêpes. Pendant que, en mangeant, Iko commence soudainement à pleurer. Elle finit par lui parler de son cauchemar où le méchant ressemblait au Necromancia mais était beaucoup plus sinistre. Quoi de... Ce qui est plus effrayant, c'est qu'elle avait l'impression qu'ils s'étaient rencontrés plusieurs fois dans le passé. Inquiète que son partenaire ait trop peur, il s'allonge à côté d'elle sur le lit, voulant lui donner un peu de réconfort. Bien qu'elle ait été touchée par le geste, elle l'a repoussé quand il a évoqué à nouveau l'incident du pipi au lit. Elle va se coucher en se sentant beaucoup mieux. Iko est de retour à l'école le lendemain et Ash voit Luca se promener sur le campus. Elle est allée rencontrer son père, Gawain, qui est affaibli. Elle
tremble en se souvenant quand elle est tombée du dragon dans le ciel. Il a poussé un grand rugissement, retombant alors qu'elle s'enfuyait en pleurs. Cela se rapporte à ce qu'elle doit être. Le garçon s'approche de Rebecca et lui demande s'il peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Se souvenant comment il a monté la nécromancia et semblait pouvoir sentir ses intentions, elle lui recommande de monter également Gawain. Lui et ses amis se dirigent vers la chambre d'Ecbladian et trouvent la fille allongée sur son lit. En se réveillant, Luca voit les cornes arrondies d'Iko et saute sur elle en demandant un goût. Ash et Sylvia sont stupéfaits par l'image étrange qu'il crée. Plus tard, ils expliquent le plan pour que le garçon monte son partenaire, mais lui demandent d'essayer de lui parler une fois de plus. Elle s'approche, mais s'enfuit lorsqu'elle est accueillie par un rugissement effrayant. Rebecca la tire en arrière, mais elle ne veut pas continuer avec ceci. Ash équipe son arc et s'approche du dragon, mais l'enclos est ouvert par une attaque. La poussière se dissipe et il lève les yeux pour voir Gawain visant une attaque élémentaire sur lui. Gawain repousse facilement Ash. Son armure d'arc le garde à peine en sécurité, mais il perd conscience néanmoins. À la restaurant, ils se regroupent et parlent de leur mission échouée. Le prochain camp aurait pu être une bonne opportunité, mais dans l'état actuel des choses, Luca pourrait même ne pas y assister. Avec l'autorisation du président du conseil, il retourne au dortoir des femmes pour reparler à la secrétaire. Alors que, en se baignant, la fée de la forêt se rappelle quand son oisillon s'est blotti dans ses bras comme un bébé. Juste ensuite, Ash arrive avec Echo. Il explique calmement que leur plan a échoué. Ils parlent ensuite du camp d'entraînement et comment il pourrait être une bonne idée d'y assister avec Gawain. Il aimerait qu'elle essaie de l'affronter une fois de plus, soulignant à quel point le lien entre éleveurs et parts est irremplaçable. Agacé par leurs inquiétudes, Echo gronde les humains, disant qu'ils compliquent trop les choses et se chamaille avec le garçon. En les voyant, Luca se souvient de son propre lien avec son père et accepte de participer au camp. Dans un cabine, Anya voit Milgos dans le noir. Elle rapporte que son infiltration a réussi et qu'elle suivra ses cibles jusqu'à leur camp d'entraînement en tant que personnel de cuisine. L'homme reconnaît où se tiendra le camp, partageant que c'est là où les cendres de jeunes dragons sont enterrées. Le plan est de se retrouver là-bas quand le moment sera venu. Gauche. Seul, il dit que le descendant d'Avalon est né et trouve ironique qu'elle s'ait été nommée Echo. Le jour du camp est arrivé et les participants se dirigent vers le lac Alance avec leurs dragons. Tandis que Gawain se dirige directement vers le lieu, Luca monte avec Rebecca. Alors qu'Echo est en train de faire une balade avec Sylvia, elle joue avec son corps, se plaignant qu'Ash la regarde toujours d'une manière différente par rapport à quand il regarde son partenaire. Ils arrivent bientôt à l'hébergement où la présidente du conseil donne des remarques d'ouverture encourageantes. Maintenant, on leur dit de se reposer pour se préparer aux jours épuisants à venir. Mais elle ajoute que jouer dans l'eau pendant un moment devrait aller. Avec cela, tout le monde change rapidement en maillot de bain et participe à des activités récréatives. Angela part seule dans la forêt, tout en regardant tout le monde s'amuser. Ash garde ses vêtements normaux, incapable de se sentir à l'aise de leur montrer sa marque étoile. Soudain, le partenaire de Jessica le prend et elle l'entraîne pour une lune de miel improvisée. De même, Sylvia se plaint du maillot de bain léger que Cosette a préparé, mais la domestique menace de l'y mettre elle-même si elle continue de refuser. Plus tard, les garçons sont stupéfaits et acclament en voyant Rebecca et la princesse en maillot de bain. Comme la princesse a l'impression que ses vêtements sont trop révélateurs, Echo apparaît sur le dos de Lancelot, déclarant qu'elle est en mission pour empêcher Jessica d'enlever Ash. Elle demande au propriétaire du dragon si elle est partante. Et les deux travaillent ensemble pour récupérer le garçon des griffes de la fan obsessionnelle. À la nuit, le garçon voit Luca dehors et court après elle dans les bois. Enfin, il la rattrape et voit elle et Gawain dans un petit étang, avec la fille demandant désespérément qu'ils reviennent à comment ils étaient avant. Elle marche vers son part, mais il rugit pour la prévenir. Cendre apparaît, agacé qu'il continue à les repousser, et dit qu'il va forcer les sentiments du dragon à sortir. Il esquive soigneusement chaque attaque, attirant la bête dans les bois. Pendant ce temps, Anya a suivi pour les espionner. Ils se poursuivent et Gawain glisse sur le sol boueux. Profitant de la situation, le garçon saute et monte sur son dos, mais il est repoussé par une magie défensive. Il tombe inconscient. Et Anya sait qu'il mourra s'il est laissé comme ça. Se souvenant de comment il a sacrifié sa vie pour la sauver, elle ignore les conséquences et saute pour le sauver. La conscience du garçon dérive dans l'atelier du grand dragon où il voit Navi après longtemps. Juste à ce moment-là, Gawain apparaît sur son épaule, sa petite taille reflétant son immaturité. Traduisant les sentiments du dragon, elle dit qu'il est devenu agressif car son dos est réservé à son propriétaire.
En bougeant, il révèle comment Luca est tombé de son dos pendant qu'elle était dans le ciel pratiquant une tradition secrète ekbaldienne. Depuis lors, elle a développé une peur inconsciente de monter, une condition risquée si elle est dans les airs. Ainsi, son par la rejette et coupe leur lien. Cependant, couper le flux astral diminue drastiquement la force vitale de quelqu'un et maintenant, il ne lui reste plus que 5 jours à vivre avec un nouveau mission. Ash se réveille à l'infirmerie et est choqué de trouver Luca avec lui. Il profite de l'occasion pour expliquer les actions de Gawain et combien de temps il leur reste pour le sauver. Sachant le risque que son père court, elle raffermit sa détermination à surmonter sa peur. Au fond des bois, Angela arrive dans une chambre cachée du genre dragon rempli de livres rares étrangers à l'homme, juste. Puis Milgos apparaît et l'appelle Anne, un surnom que seul le prince Julius utilisait. Après l'avoir assommée, il dit à Anya de la tuer, mais quelque chose dans sa tête l'arrête, alors il dit à la fille de la laisser. Au lieu de cela, il libérera la Necromancia. Ash regarde anxieusement par la fenêtre de sa chambre et Echo lui saute soudainement dessus par derrière, exprimant à quel point elle s'inquiétait pour lui. Rebecca et Sylvia arrivent également, partageant à quel point ses parents ont été inquiets ces 5 derniers jours. Soudain, Luca apparaît, haletant et disant quelque chose à propos de Gawain. Les étudiants se rassemblent autour d'un feu de camp, célébrant la fin de leur camp d'entraînement de 5 jours. Rebecca porte un toast, disant qu'ils devraient tous être fiers de leur force. Pendant ce temps, le petit groupe d'Ash se dirige vers la forêt, mais il a du mal car il se remet encore de la rencontre avec le dragon. Plus tôt, Luca a soudainement annoncé que Gawain avait disparu et qu'elle n'avait aucun moyen de le retrouver avec leur flux astral déconnecté. Le président du conseil suppose qu'il doit être au mausolée de Willingham, un endroit où il y a longtemps un dragon s'est laissé mourir en sacrifice pour que son maître vive. Se demandant si Gawain fait la même chose, Rebecca décide d'annuler la célébration et d'organiser une équipe de recherche. Cependant, Ash veut que les étudiants s'amusent après leur entraînement éprouvant et suggère d'organiser une petite fête. Il, Echo, Luca et Sylvia montent sur Lancelot vers leur destination, mais Milgos les voit se déplacer comme prévu. Il sort l'énorme épée d'avant et elle brille en rouge lorsqu'il récite une incantation. Alors que le groupe arrive, des nuages sombres et des éclairs remplissent le ciel, tout comme avant que les lourdes portes du mausolée ne s'ouvrent et d'innombrables nécromanciens en sortent. Depuis le feu de camp, les étudiants regardent autour et voient des figures s'approchant rapidement du ciel, de l'eau et de la terre. Rebecca réalise de quoi est faite la horde sur le montagne. Sylvia est suspendue par les tentacules de la bête. Lancelot sauve son maître et chasse les mauvais dragons. Il voit finalement l'autre nécromancien voler vers le camp. Sans autre choix, il le laisse dans les mains du président du conseil et se précipite dans le mausolée. Avec son armure complète enfilée, Rebecca organise les étudiants en formation, prête à affronter les ennemis. Avec un cri puissant, le combat commence. Ash dit à Echo d'invoquer son arche, mais elle soutient que même une fausse arche mettrait trop de pression sur son corps. Ayant pleinement confiance en elle, il demande à son par de lui faire un ensemble d'armure plus léger. Au lieu de cela, il tient son corps serré tandis que sa conscience dérive vers l'atelier. Ils atteignent bientôt le tombeau, mais le dragon manquant est introuvable. Au lieu de cela, il voit Milgos debout sur un rebord. Sylvia jure sur son nom de l'abattre, mais il la ridiculise en disant que la grande Véronica aurait dû conclure un pacte avec un dragon à la place. Il l'appelle alors Sylvie et ses yeux vacillent alors qu'elle se souvient de son frère aîné qui a été condamné à mort pour avoir tué un dragon. Le sol sous eux tremble et il les avertit que la nécromancie là-bas n'est pas un simple enfant. Rappelant l'histoire du maestro qui est mort pour son maître, Nuada, le dragon sacré de Willingham, se lève. Dans l'atelier, Echo est à genoux, demandant à Navi un arc qu'elle peut copier, admettant qu'elle est plus compétente. Elle accepte d'aider à condition que la jeune Par présente un jour le plus bel arc original à Ash. Elle essaie de discuter, sachant que cela signifie se donner complètement à lui, mais promet à la fin. Juste, puis quelque chose les informe du problème du garçon, alors le dragon plus âgé se dépêche avec l'équipement. Retour. Au camp, les étudiants sont complètement submergés et sont entraînés et traînés dans tous les sens par des tentacules. Rebecca fait tout son possible pour sauver son peuple, mais les ennemis ne relâchent pas la pression. Alors que Sylvia esquive les attaques de Nuada, elle remarque encore plus de nécromanciens émergeant du sol. Elle dit à Ash de rester concentré, mais il est distrait en voyant Luca tomber en proie aux tentacules.
Les ennemis utilisent cette ouverture pour arracher le corps d'Eiko de ses bras. Ils rampent autour d'elle et le garçon ne peut rien faire d'autre que crier son nom. Heureusement, elle se réveille et invoque un énorme faisceau de lumière sacrée, vaporisant la nécromancie à proximité. Ash émerge de la lumière et fonce sur Milgauss en portant sa nouvelle armure. En le voyant combattre, son père dit que son arc est destiné à la défense, pas à l'attaque. Avec cela, il commence à réciter un sort de défense qui invoque plusieurs bots. Ils volent autour et frappent les dragons proches avec des rayons pétrifiants, alors l'homme masqué les élimine d'un coup. Il détruit également l'armure du garçon d'un seul coup, mais est touché par une attaque surprise d'un robot de pétrification. Bien que l'effet se soit arrêté à son bras, il n'a pas perdu un instant et l'a arraché. Réalisant que la princesse a vaincu Nuada, il réévalue ses plans et se retire pour le moment. Incapable de le poursuivre, ils voient la bataille intense au camp, mais ils ne sont pas en état de se précipiter pour aider. Lucca avance, disant qu'elle est la seule à ne pas avoir combattu courageusement. Elle traîne ensuite Ash sur la falaise et partage qu'elle se sent en confiance quand il est avec elle. La fée appelle son père, lui laissant boire autant qu'il peut de leur flux astral. Ensemble, les trois volent vers le camp, avec Lucca restant immobile malgré Gawain volant plus vite que jamais. Libérant toute sa peur et mettant leur foi l'un dans l'autre, la fille tombe et commence la danse du dragon. Une énorme silhouette apparaît dans le ciel et des rayons de lumière pleuvent sur toute la forêt, purifiant toutes les âmes de nécromancia présentes. Ils regardent tous avec émerveillement alors qu'une lueur verte gracieuse remplit le ciel nocturne. Le peuple de Lucca est connu comme les danseurs elfes et maintenant, elle a prouvé pourquoi. Pendant ce temps, Milgauss rend compte de leur opération échouée et un homme jure de détruire à la fois le pays de la nuit et le royaume de Chevron. Le lendemain, un employé de la poste apporte un message pour Sylvia. C'est une lettre de son père lui demandant d'assister au congrès continental en amenant Eiko et Ash avec elle. Les trois se dirigent vers le congrès continental qui réunit les 5 dirigeants nationaux tous les 5 ans. C'est la réunion la plus importante qui décide de l'avenir de tout le continent. Ils vont à Fontaine, la capitale du pays de la nuit, assez grande pour faire paraître Unsullivan comme un petit village. Dans le château, les domestiques se rangent en ligne et accueillant le retour de Sylvia. Elle essaye de montrer le château à ses amis d'abord, mais la gouvernante, Rita, insiste fermement qu'elle salue le paladin, son père, premier. Ils se séparent. Et Ash voit à quel point la sécurité est stricte autour d'eux, ce qui est naturel pour le pays hôte. Avec un commentaire sarcastique, la bonne les conduit à leur chambre, expliquant comment Veronica a arrangé une assistante personnelle pour eux. À leur surprise, ils sont soudainement trempés d'eau savonneuse. Tandis que Prime trébuche sur un seau en nettoyant sa chambre. N'ayant pas le choix, ils reçoivent tous des vêtements de rechange pour le moment. La femme de ménage prend un balai, mais soulève accidentellement la jupe de son supérieur. Eiko couvre les yeux de Ash avec colère. Sylvia entre dans le hall principal et voit immédiatement son père courir pour l'embrasser. Elle lui donne rapidement 2 coups de poing au visage et il tombe, rappelant l'amour de sa mère. Revenant rapidement aux affaires, ils ont une vraie conversation sur le congrès. À sa grande surprise, son père lui dit que c'était Veronica qui avait recommandé sa présence. Quant à ses 2 amis, il les a simplement invités pour s'amuser, car c'est le moment idéal pour traîner en tant que figure de proue. Sylvia mentionne le nom de Julius et demande s'il a vraiment été exécuté. Le paladin dit que c'est le cas, car son crime était trop grave, même pour un prince. Cependant, il est évident qu'il ment. Pendant ce temps, Ash voit Eiko hypnotisé par la grande ville et dit qu'ils peuvent aller la découvrir. Les yeux du petit dragon brillent d'émerveillement, ravis par toute la ville qui n'a rien à voir avec l'endroit d'où ils viennent. Elle profite pleinement de la nuit et Anya les observe depuis un mètre de distance. Restés à s'occuper d'elle, les 2 compagnons sont en lambeaux à la fin. Alors qu'ils s'apprêtent à commander des crêpes, Eiko remarque le garçon regardant avec envie les couples autour d'eux. Il explique qu'ils sont des amoureux qui sont collés l'un à l'autre. La fille lui donne un coup de coude, disant qu'il peut lui tenir la main s'il le veut. Ah, comme ils deviennent plus gênés, ils voient un énorme navire au-dessus appartenant à la maison de Weishausen. Juste à ce moment-là, Cosette apparaît soudainement pour les récupérer. Ils reçoivent tous des vêtements élégants pour porter au banquet et on rappelle à Eiko de bien se comporter car ils seront parmi des dirigeants nationaux. Sylvia entre et Ash est stupéfait par son apparence élégante. Alors que son père devient jaloux, Frida annonce que les préparatifs sont terminés et les conduit dans la salle. Là, le paladin voit enfin les amis de sa fille et leur dit joyeusement de s'amuser. Ils étaient inquiets de le rencontrer, mais le chef du royaume est beaucoup plus amical que prévu. À la surprise générale, il accorde soudainement à Ash le titre de Dragonard, déclarant que son père est simplement à un niveau différent des autres dragons. Il prend un genou et est officiellement anobli avec la haute position. Tandis que Sylvia observe,
elle pense à comment il peut être promu un échelon plus haut et obtenir la permission d'épouser la royauté. Elle rougit à cette pensée et regarde. Lointain. Au dîner, elle demande pourquoi l'empereur de Zéphros sera absent du congrès. Son père explique que c'était dû à son âge avancé. Elle doute de leur raisonnement, mais le paladin dit que parler vient en premier et qu'ils ne doivent pas provoquer une guerre. Comme ainsi, le bal masqué de demain aura des participants qui couvriront leur visage, leur permettant de parler librement. Il invite avec succès les deux à se joindre et prend soudainement une expression sérieuse. Le père demande ouvertement au garçon s'il a une relation impure avec sa fille. Sans attendre de réponse, il le met en garde contre le fait de poser un doigt sur elle, car il le punira lui-même. Pendant ce temps, Anya retourne chez son maître et voit Milgas s'attacher un nouveau bras. Il est avec un autre homme nommé Klaus, un noble de l'empire Zéphros. Il raconte alors une histoire d'il y a 10 ans, lorsqu'un homme est entré dans leur pays après avoir tout perdu en commettant un tabou. Bref, ils activent un dispositif magique qu'ils appellent l'Yggdrasil. C'est un outil qui va forcer le jeune dragon Echo à se réveiller et ils peuvent commencer les tests dès demain. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un sujet. Sylvia rêve de sa première rencontre avec la nécromancie et elle se rend compte que c'était le rôle de son frère aîné, Mordred. Elle se rend au mausolée de la ville et est surprise de voir sa sœur, Glenn et Avdosha là-bas. Suite à l'incident au camp, ils ont eu la même idée et sont venus chercher les cendres de Mordred. Veronica a déjà enquêté sur tous les mausolées de dragons et a confirmé que quelqu'un avait enlevé les cendres de dragon de chaque installation du pays. En entendant cela, Sylvia partage l'idée que Milgos pourrait être leur frère supposément mort. Malgré la réaction intense de Glenn, elle continue, ajoutant qu'elle a ressenti le rôle de leur frère dans le dragon qui a attaqué la ville auparavant. Croyant sa sœur, Veronica lui dit de garder les choses secrètes, car le simple fait qu'ils soient en vie représente beaucoup de risques pour leur nom. Pendant ce temps, Milgos regarde l'Yggdrasil avec un sourire sur le visage. Cosette se prépare à rejoindre la princesse qui l'attend dans le bain. Tout en profitant de l'eau chaude, Sylvia demande s'il est vraiment nécessaire pour elle de se baigner en attendant que sa robe soit retouchée. La domestique insiste alors sévèrement sur le fait que la propreté est d'une importance capitale pour les dames lors d'un bal. Echo est occupée à choisir une robe à porter, ne voulant pas déshonorer sa race de dragon en étant surpassée par des humains. D'un autre côté, Ash est allongé sur son lit, croyant que personne ne se soucie vraiment de ce que les hommes portent à un bal. Sylvia frappe à sa porte, revenant du massage intense de sa femme de chambre. Elle reste silencieuse. Ne supportant pas le malaise, il lui demande comment va son essayage. Elle dit que sa robe est en train d'être modifiée et lui demande de l'écouter sur quelque chose qui la tracasse. Echo passe en revue une variété de robes jusqu'à ce que Prime pleure sur le tas de vêtements par terre, se plaignant à quel point elle est exigeante. Le dragon dit qu'elle ne se laissera pas surpasser, surtout par la princesse qui s'est rapprochée de son maître récemment. La domestique essaie de compatir, disant que ça doit être difficile de savoir qu'Ash va épouser un humain un jour. Soudainement, elle est de retour dans son cauchemar et sort en courant de la pièce. Sylvia révèle que Milgao est son frère et que leur père n'a pas pu se résoudre à l'exécuter. Tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent a conduit à une seule conclusion, elle ne les a tout simplement pas vus. Son esprit est rempli de questions, alors Ash suggère qu'il demande simplement à son frère au lieu de s'en inquiéter autant. Soudain, de forts éclairs apparaissent et ils se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre. Il hésite, réfléchissant aux circonstances, mais elle murmure quelque chose et il l'embrasse. Cependant, ils se séparent immédiatement en entendant quelqu'un frapper à la porte. La princesse se précipite hors de la pièce pour aller chercher sa robe de bal. Pendant ce temps, Echo court sous la pluie. Elle sait bien qu'Ash tombera probablement amoureux d'un humain, la laissant toute seule à l'avenir. Ne sachant pas qu'il la cherche dans le château, le dragon se perd et tombe sur Anya, qui donne des ordres à des hommes suspects. Juste à ce moment-là, la voix de Prime retentit, appelant la fille disparue. En entendant la situation, Cosette encourage le garçon à aller au bal et à laisser les recherches à elle et aux domestiques. Plus tard, Sylvia s'approche de lui après avoir entendu parler de la situation. Cependant, ils sont distraits en voyant Milgos portant un masque et se promenant à la fête. Klaus s'interpose entre eux, affirmant que le jeune homme est son serviteur et il s'éloigne. La princesse le reconnaît comme le représentant de Zéphros. Anya est sous la douche, préoccupée par ses pensées, pensant à la façon dont elle a pointé le pistolet sur Echo plus tôt. Elle se rassure en disant qu'exécuter les ordres de son maître est sa priorité. Détournant les yeux d'Ash de Milgos, Sylvia l'encourage à se concentrer sur leur danse, tout en le remerciant de l'avoir écouté se plaindre plus tôt. Ils terminent peu après,
et Klaus s'approche de la princesse pour lui demander une danse. Elle accepte l'offre mais la transmet à son serviteur. Les domestiques étendent leurs recherches à l'extérieur et voient D'Yprim allongé sur le sol. La princesse danse avec son frère et en profite pour poser les questions qui la tourmentent. Il refuse de répondre, mais sa manière de danser confirme qu'il vient du pays de la nuit. Juste à ce moment-là, Cosette arrive en courant, disant qu'ils ont trouvé la servante disparue. Ayant repris connaissance, elle s'excuse et raconte les choses qu'elle a dites au dragon. Sylvia explose et la réprimande pour avoir dit quelque chose de si insensé. Ash la calme et les autres rapportent comment Echo a été enlevée dans l'ancien palais. Selon la façon dont ils l'ont prise, ils ne doivent pas avoir l'intention de la tuer, alors le groupe réfléchit à l'endroit où elle pourrait être cachée. À bord du dirigeable de Klaus, l'expérience consiste à tirer des rayons avec une immense quantité de mana sur le dragon et à essayer de la forcer à s'éveiller. Elle se tord de douleur après avoir été touchée par le 12e tir et elle est à nouveau rappelée à ses cauchemars. La chercheuse en chef règle le faisceau à la puissance maximale. Séparée, Echo peut sentir son lien avec Ash s'estomper et elle réalise enfin ses véritables sentiments pour le garçon. Le faisceau frappe et Yggdrasil tombe soudainement en panne, détectant une source de mana inconnue, l'appareil explose et Echo émerge des décombres, rayonnante de puissance. En route vers le dirigeable, Ash serre son bras, sachant que quelque chose de grave se passe, alors que sa manche brûle sous l'effet de sa marque d'étoile. Une énorme lueur éclaire le ciel et des ailes radieuses s'étendent autour d'une grande capsule. Au centre de tout cela se trouve Echo, ses yeux complètement vides. Cependant, une présence incroyablement sinistre attend derrière elle. Ash guide Sylvia vers la grande capsule, lui demandant de diriger Lancelot dans cette direction. Cependant, sa partie ne bouge pas comme prévu et le garçon dit qu'il doit ressentir quelque chose à proximité. Le dragon les dépose dans la rue et plusieurs autres maestros se dirigent vers la lumière en forme d'œuf dans le ciel. Soudain, ça commence à craquer et finalement libère ce qui était à l'intérieur. Maintenant dans le ciel, un dragon colossal entouré par les maestros. La marque de Ash pulse et il est certain que le dragon inconnu est Echo. Véronica et Glenn marchent dans les couloirs, s'inquiétant des dragons qui ont abandonné leur maître et comment le pays pourrait tomber si quelqu'un venait à attaquer. Sur le balcon, Klaus fait son show, se plaignant de la façon dont l'un des dragons de la nation hôte détruit son dirigeable. Le paladin essaie de le calmer, mais il refuse, ayant déjà un plan préparé. La bête énorme se tourne vers eux et tout le monde s'enfuit de peur, sauf Milgos. Véronica exige qu'il enlève son masque. Il s'exécute et dit que bien qu'il ait l'apparence du prince, celui à l'intérieur est un être différent, Mordred. Il est l'autre esprit qui était caché dans le pouvoir de Julius. Il est le véritable héritier du royaume de Néhélénia qui a combattu l'empire sacré d'Avalon pendant de nombreuses années. Le prince a remarqué sa présence et a comploté pour l'éliminer. Alors le dragon a pris possession de son corps à la place. Il continue en disant que les dragons ne se lient pas seulement aux humains pour le flux astral, ils les considèrent aussi comme du bétail. Sachant cela, Julius a commis un tabou. Incrédule, Glenn confirme que son ami n'est pas devenu fou et se précipite pour combattre l'ennemi. Il est facilement écarté et Mordred s'adresse à Echo, le roi dragon d'Avalon, et dit qu'il va maintenant prendre possession de son corps. Julius tombe et l'esprit sombre qui a été laissé derrière enveloppe la première princesse. Soudain, Véronica se retrouva démunie, les tentacules familiers courant autour de tout son corps, une voix la ramène à la pièce où elle est complètement bien. C'est Julius qui lui assure que l'esprit qui le possédait n'est plus là. L'âme de Mordred a déjà pris possession de Echo, donc ils doivent agir immédiatement. Juste à ce moment-là, le grand dragon avale une énorme quantité de pouvoir, accélérant sa transformation en son être sinistre. Dans le vaisseau de travail, Navi accueille Mordred, qui refuse de croire qu'elle est aussi insignifiante qu'elle le prétend, et devine qu'elle doit être Dragwis elle-même. Il demande son aide, mais elle est déjà du côté des humains, en particulier du jeune garçon. Rejeté, l'esprit maléfique recourt à la violence. Sachant qu'Echo souffre, Ash commence à bouger, croyant qu'il peut renverser la situation en utilisant son pouvoir. Les deux se réunissent avec l'autre partie, et la princesse fond en larmes en voyant à nouveau le sourire chaleureux de son frère. Il s'approche alors du garçon, disant qu'ils doivent séparer l'esprit de l'envahisseur du corps de leur ami, et qu'il est chargé de le faire. Tant que Navi le retient, le dragon maléfique ne peut pas renaître complètement. Il vole vers le dragon sur le bateau de Véronica, que Julius a pris de force après avoir menacé de révéler les secrets embarrassants de sa sœur à toute l'armée, à savoir son extrême obsession pour Sylvia. Il déplace Sylvanas droit devant
et le garçon a le contrôle sur le moment où il veut sauter. Juste à ce moment, Mordred lève les yeux et tire sur le vaisseau avec des faisceaux puissants. Il se plaint que Na'vi ne résiste plus, mais sa voix résonne dans sa tête, affirmant qu'elle l'est. Plusieurs maîtres entourent la bête et la lignent avec des chaînes lumineuses. Cependant, le vaisseau ne peut plus supporter cela, alors le garçon doit sauter dès qu'il le peut. Il saute et glisse sur le dos du dragon, mais voit le vaisseau s'écraser dans les flammes, le prince toujours à l'intérieur. Dans son subconscient, Echo est enfermé dans une cage à oiseaux. En essayant de se dégager, Na'vi apparaît, ayant l'air un peu plus débraillée que d'habitude, après avoir affronté les tentacules de l'ennemi. Elle demande la main de la petite fille et transmet les informations sur la situation. De plus, elle montre Ash escaladant le cou du grand dragon, refusant d'abandonner malgré plusieurs chutes. Elle se demande pourquoi il irait si loin pour quelqu'un qui a été un véritable casse-pied. On lui demande comment elle peut aider. Na'vi dissipe la cage et lui demande d'ériger un arc en son honneur en tant que princesse d'Avalon. Tant que ses sentiments pour lui sont sincères, il devrait se matérialiser sans problème. Mordred se libère des chaînes et Ash tombe librement dans le ciel. Heureusement, Luca le sauve à temps et il voit que tous leurs amis se sont réunis pour voyager avec eux. Ils travaillent ensemble, servant de défense, d'attaque et de mobilité pour le garçon. Il tombe sur son dos, mais il se retourne et lui tire un puissant rayon. Soudain, la voix de sa puissance retentit et il se retrouve dans un plan astral aux côtés d'Echo qui lui dit d'accepter ses sentiments. De retour sur le champ de bataille, l'explosion est déviée et il apparaît vêtu d'une arche à l'origine fabriquée par Echo. Suivant ses instructions, il invoque son enchantement spécial, l'épée sacrée Excalibur. Avec ça, il tranche facilement chaque attaque et vainque l'esprit sombre d'un seul coup. Le dragon se dissipe et son précieux pouvoir est sauvé. Au cœur de la ville, Avdocha et ses hommes trouvent Tanya gravement blessée. Même si la situation est plus calme, Mordred a malheureusement réussi à s'échapper et tout est maintenant une question de politique. Les visiteurs d'Ash le laissent seul avec Echo, il s'excuse d'avoir coupé sa corne pendant la bataille et promet d'être son chevalier, quoi qu'il arrive. Cependant, elle n'est pas satisfaite. Elle veut quelque chose de plus et s'en est assurée lors de l'atelier. Leurs yeux expriment leurs sentiments et les deux partagent un moment tant attendu.